Essayons aujourd'hui de lire un texte de Rousseau pour voir comment on s'y prend avec un texte de philosophie et d'abord comment on repère une thèse et ensuite comment on peut, avec le texte, essayer de la justifier parce que tel est le travail de la philosophie. Je commence à lire un petit texte du chapitre 2 du livre 1 du contrat social de Rousseau. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement. Et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à se conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants. Et tous étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Alors, essayons de poser le livre et essayons de réfléchir. Dans ce texte, visiblement, Rousseau essaye de nous expliquer ce qui fonde la société politique. Et ce qui est très étonnant dans ce texte, c'est qu'en réalité, il se lance dans une comparaison entre la famille et la société politique. Alors pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que, bien que la société politique soit purement conventionnelle, c'est-à-dire que le lien qui unit les hommes entre eux n'a rien de naturel, eh bien, Rousseau tient visiblement à ce qu'il n'y ait pas de rupture absolue entre le lien naturel qu'est la famille et le lien conventionnel qu'est la société politique. Alors il faudra se demander pourquoi, mais cela nous donne déjà un éclairage sur la thèse du texte qui apparaît vers la fin de ce que je viens de lire et qui est que finalement la famille est le modèle de la société politique. Alors voilà une thèse bien étrange parce que finalement elle revient à donner à un lien conventionnel un modèle qui n'est rien d'autre qu'un lien naturel, ce qui semble assez contradictoire et donc assez étonnant parce que comment un lien naturel pourrait-il être le modèle d'un lien conventionnel alors que précisément la nature et la convention s'opposent, alors que précisément ce qui est naturel n'est pas conventionnel et ce qui est conventionnel n'est pas naturel et qu'il y a donc entre les deux liens une rupture radicale. Alors Rousseau, évidemment, relève un peu le défi là, et va essayer de nous entraîner dans une compréhension, une justification qui ne manque pas d'intelligence d'ailleurs, ni de clairvoyance, et qui porte de graves et de lourds enjeux. Alors, essayons de comprendre comment Rousseau peut réaliser ce tour de force de donner à la société conventionnelle qu'est la société politique, le modèle qu'est la société naturelle, c'est-à-dire le modèle de la famille. Eh bien, si on regarde bien ce texte, et vous le relirez avec attention, le premier paragraphe consiste à essayer de nous montrer un double visage de la famille. Bien sûr qu'il y a un lien naturel en famille lorsque les parents s'occupent de leurs enfants pour essayer de satisfaire leurs besoins, c'est-à-dire lorsque les parents nourrissent leurs enfants et les soignent. C'est bien que dans l'imagerie populaire et culturelle qu'est la nôtre, la mère a toujours une figure nourricière, c'est la mère nourricière, c'est la terre, c'est le terroir, c'est la patrie, c'est tout ce qu'on veut. Donc il y a quelque chose
de cet ordre-là, quelque chose où il y a un ordre des besoins qui trouve satisfaction et qui permettent à l'enfant de rester en vie. Et cet ordre des besoins, il est satisfait naturellement par la famille et notamment par la mère. Et ça commence avec l'allaitement et ça se poursuit après bien plus tard. Sauf que, évidemment, cet ordre des besoins, à un moment donné, l'enfant en sort. Enfin, l'enfant a besoin de ses parents tant qu'il n'est pas suffisamment grand, mais quand il a grandi et qu'il peut assumer ses besoins tout seul, il n'a évidemment plus besoin de ses parents. Or, ce que nous dit Rousseau, c'est que précisément, ce n'est pas parce que le besoin sonne la fin même de cette famille naturelle que la famille s'arrête. En réalité, cette famille se prolonge. Elle se prolonge parce qu'elle est tenue par d'autres liens que le besoin. On pourrait dire qu'elle est tenue par des liens affectifs forts. Mais en réalité, quand les enfants n'ont plus besoin de leurs parents, ce qui se passe même encore dans nos familles, eh bien ce n'est pas pour autant qu'il y a rupture entre les parents et les enfants. Il y a tout au plus séparation, chacun vit peut-être un peu chez soi, mais on se retrouve avec plaisir et avec bonheur, mais on se retrouve dans une autre relation. Ce n'est plus une relation nourricière, même si dans les familles on se plaît à organiser des repas de famille le dimanche. Néanmoins, on ne se réunit pas autour de la table pour se nourrir, mais pour le plaisir de se voir, parce que chacun en réalité pourrait très bien manger chez soi. Donc on a dépassé et on est sorti de la stricte sphère des besoins pour entrer dans la sphère du plaisir, c'est-à-dire dans la sphère de la satisfaction affective que nous pouvons prendre les uns et les autres à nous retrouver autour d'une bonne table et d'une bonne bouteille. Donc ce lien qui est complètement maintenant séparé du besoin, qui s'est affranchi du besoin, est devenu, comme nous le dit Rousseau, un lien volontaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on va voir ses parents, ou on va voir ses enfants, ou on va chez l'un et chez l'autre pour le plaisir de se voir et non pas par besoin. Et ce plaisir-là, il est volontaire. Et en tant qu'il est volontaire, eh bien, il devient lui-même une convention. Voilà, d'ailleurs, c'est assez marqué dans le, le beau symbole ou la belle habitude que nous avons du déjeuner du dimanche en famille. C'est une convention. On pourrait très bien se réunir le mardi soir ou je ne sais pas, ou n'importe quand. Mais non, c'est souvent le déjeuner dominical en famille. Alors ça vient d'une tradition sans doute chrétienne où après la messe, les chrétiens allaient festoyer ensemble. Mais voilà, c'est une convention en réalité. Et donc cette famille finalement se maintient par convention. Donc elle passe de la nature à la convention. Et c'est parce qu'elle passe de la nature à la convention qu'elle peut être le modèle de la société politique qui est elle-même conventionnelle. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que on voit bien que Rousseau, on comprend mieux maintenant sa thèse, si vous voulez, et les raisons pour lesquelles il essaye de la soutenir. C'est qu'en réalité, si la société politique n'a pas la famille comme modèle, alors sur quoi repose-t-elle? Eh bien, elle ne peut reposer alors que sur l'intérêt. Voilà. On voit bien que Rousseau comprend sans doute que les sociétés vers lesquelles s'oriente le XVIIIe siècle sous l'inspiration de la pensée libérale, ces sociétés vont essayer de se fonder sur l'intérêt. Mais précisément l'intérêt, Rousseau comprend que l'intérêt ne pourra jamais réunir une famille, parce qu'en réalité l'intérêt des uns s'oppose toujours à l'intérêt des autres, et qu'une famille fondée sur l'intérêt est une famille qui se divise. Au même titre, on voit bien d'ailleurs que c'est ce qui se passe lorsqu'il y a des problèmes d'héritage qui surviennent, et qu'une société politique donc fondée sur l'intérêt se divisera également. Et Marx le comprendra très bien après Rousseau. L'intérêt des riches ne sera jamais l'intérêt des pauvres et réciproquement. Et donc une société politique fondée sur l'intérêt est une société politique qui va directement se fracasser
sur le mur de la division, elle va exploser en plein vol, et elle ne pourra peut-être être tenue à ce moment-là que par un droit et par une police de plus en plus présente qui veillera à ce que les hommes ne s'entre-déchirent pas, ou du moins ne se fassent pas trop de mal les uns aux autres. Voilà ce qu'est une société fondée sur l'intérêt. C'est pourquoi Rousseau veut la fonder sur autre chose. Et il n'y a pas d'autre alternative que de la fonder sur l'union volontaire, et il retrouve là la vieille intuition des Grecs qui ne concevaient pas finalement une cité fondée sur autre chose que sur l'amitié. Voilà. Et donc, Rousseau trouve qu'une famille, c'est bien. Une famille, finalement, où l'on s'aime et où l'on se voit parce qu'on s'aime, c'est sans doute aussi l'un des modèles même de l'amitié. Et la cité grecque, d'une certaine façon, réussissait à faire famille. Voilà. Il y a donc chez Rousseau quelque chose qui nous éclaire sur le sens de la patrie. Voilà. La patrie, c'est ce qui fait que nous, la patrie nourricière, la terre nourricière, le territoire, que les hommes ont défendu ensemble, parce que c'était sur ce territoire qu'ils arrivaient finalement à assumer et à satisfaire leurs besoins et à les partager et à s'entraider. Eh bien, ce sentiment de la patrie, peut-être aujourd'hui, dans les heures difficiles que nous vivons, se réanime, se réactive, et nous comprenons qu'une société fondée sur l'intérêt ne va pas bien loin et ne mène pas à grand-chose, sinon à la division et à l'affrontement. Voilà. Relisons donc Rousseau, apprenons à lire, apprenons à entendre, à nous remémorer, à ruminer les thèses de Rousseau, comme je le disais dans une précédente vidéo. Ruminons la thèse de Rousseau, mais essayons d'en décrypter l'argumentation, parce que c'est cela, faire de la philosophie, et c'est en comprenant les raisons que Rousseau avance pour justifier qu'une société politique doive garder le modèle de la famille pour étendard, pour idéal. Eh bien, essayons de comprendre cela et d'entrer toujours plus avant dans ces raisons. C'est alors que nous comprendrons peut-être mieux ce qu'il en est d'une société politique, ce qu'il en est d'une famille, et ce qu'il en est de l'inscription de l'une dans l'autre.